millimètres. Non, non, non. Je vais vous dire, première des choses, nombre de tirs, le Portugal est devant. 15 tirs. Nombre de corners, le Portugal est devant. 9 corners contre 5. Ouais, ils ont cadré comme un tir. Nombre de passes réussies, 92%. Quand on essaye aussi de regarder maintenant, la possession, c'est pratiquement 65% pour le Portugal. Donc, je voudrais savoir, nombre de passes réussies. À quel moment quelqu'un qui vous domine dans tous les compartiments a de la chance? Et au-delà de ça, aujourd'hui, on parle des erreurs d'arbitrage. On parle de ceci. Mais l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde, c'est cet appel de Cristiano Ronaldo. Et on nous dit que ou c'est l'épaule ou c'est le cheveu qui a été hors-jeu. C'est de ça que vous parlez, le cheveu. Parce que là-bas, vous ne discutez pas de ça. Ou bien c'est l'épaule. Est-ce qu'on Mais s'il marque de l'épaule, on dit non, on n'accorde pas le but. Mais on élimine le but que l'épaule qui ne va jamais marquer est hors-jeu. Bon. De ce côté, donc, je veux donc te dire que le Portugal a bel et bien mérité sa victoire. Et surtout, vous avez dit tout de suite que Cristiano Ronaldo n'était pas content de sortir. Je devrais dire c'est la première fois depuis 2006. Oui, je devrais dire qu'il a montré ce qu'on appelle l'exemple d'un grand joueur. Oui, d'accord. Première des choses qui sort, il va saluer son entraîneur, il va au banc et c'est lui qui par la suite se lève pour motiver ses collègues, ses coéquipiers qui demandent de se calmer. Exactement comme la France. La France. C'est un grand homme. C'est un super grand homme. Aujourd'hui, il est homme du match. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est même pas la peine de parler de ces trucs-là. Il est homme du match avec c'est scandaleux, Rémi. À 41 ans, il est homme du match. Et vous voulez cacher ça. Quand homme du match, tu dis que ça vaut rien, donc il faut être cohérent. Quand Cristiano homme du match, ça vaut rien non plus. Je vais te dire, quand Messi est homme du match, tu dis c'est bon. Cristiano Ronaldo est homme du match à 41 ans. Mais Rémi, c'est ridicule. Non. Ce n'est pas mérité. Le problème, c'est bien mérité. C'est lui, il a bien joué. Il était partout. Qu'est-ce que tu dis? Et il marque un penalty que toi-même tu connais que. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas marquer un penalty. Vous savez très bien. Un penalty cadeau. C'est comme ça. Les avis parlent et les gens c'est comme ça déjà. Non mais vous êtes là pour dénigrer Cristiano Ronaldo. Vous occultez tout ce qu'il a fait. Et vous voulez montrer juste les erreurs d'arbitrage et ceci et non de parler du match et du trophée de Cristiano Ronaldo à 41 ans. Et il y a dit un proverbe africain, et il y a toujours le vent qui aide l'incendie à brûler la forêt. Moi, j'étais un admirateur de Cristiano Ronaldo quand il était plus jeune. Mais bien sûr, on l'a tous admiré. C'était un très grand champion. Mais aujourd'hui, il devient la caricature. Il devient la caricature du vieux qui ne veut pas décrocher et surtout qui ne sait pas transmettre. Ça a été flagrant déjà contre l'Ouzbékistan l'autre jour. Contre l'Ouzbékistan, il marque 2 buts en première période. Deux beaux buts. Qui remet son pays. Deux beaux buts. Le Portugal domine largement l'Ouzbékistan. À la mi-temps, puisqu'il a 41 ans, il a marqué 2 buts. Il doit sortir et laisser sa place justement à Gonzalo Ramos ou un petit jeune. Eh bien non, il reste 90 minutes, 92 minutes et il râle parce qu'il ne marque pas le triplé ou le quadruplé ou le quintuplé. Voilà, et c'est ça l'exemple que nous sert Rémi Ngono. Non, à 41 ans, je parlais de l'Ouzbékistan. Croatie, monsieur. Mais et donc à 41 ans, il est incapable de sortir de lui-même d'un match que le Portugal archi-domine. Et il a fallu qu'il soit ridicule là contre la Croatie avec un penalty cadeau pour réussir enfin à marquer enfin dans un match à élimination directe. Dans un match à élimination directe. Sinon, il n'a jamais marqué dans les matchs à élimination directe. Il a fallu qu'on lui en fasse cadeau. Eh bien, il a fallu que Roberto Martinez le sorte. Et on a vu sa tête quand il a dû sortir. Il était vraiment pas content. Parce que c'était un crime de lèse-majesté au point qu'on se demande si Roberto Martinez va avoir le droit d'être entraîneur de son club Al Nasser en Arabie Saoudite parce qu'il aura osé le sortir d'un match de Coupe du Monde à un quart d'heure de la fin. Bon.
Très bien. On ne va pas les réconcilier. Non, le réquisitoire est fait. Alors venons-en à ce fait de jeu qui a éliminé les Croates. Vardiol, ça va être le dernier coup. But! Incroyable, c'est Vardiol qui vient égaliser à la 13e minute dans ce temps additionnel. Evo odluke suca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi. Ostaje 2-1 za Portugal. Et c'est hors-jeu annulé. Et c'est hors-jeu annulé. Ce but au bout de 15 minutes dans le temps additionnel. Et voilà ce but annulé. Modric qui secoue la tête. Benjamin Moukanjo, puisque nous avons tous regardé ce match avec des loupes, avec des yeux ouverts malgré l'heure tardive, ce but annulé et 18 minutes de temps additionnel. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'auditeur ce qui se passe ? Je l'ai regardé aussi comme vous, j'ai regardé les ralentis, j'ai cru que je ne voyais pas bien. Je suis même allé me verser un peu l'eau dans les yeux pour me réveiller parce que c'était un peu tard. Mais voilà, à aucun moment je vois effectivement le Croate toucher le ballon. Bon, aujourd'hui on nous dit que la technologie a tellement évolué, peut-être que... Alors voilà, c'est une technologie qui s'appelle IMU ou IMU, ça dépendra, unité de mesure inertielle, hein, on entend bien. Alors c'est un capteur qui est placé sur le ballon. Exactement. Et c'est lui qui aurait mis en évidence cette situation de hors-jeu parce qu'il aurait touché en passant quelqu'un. Ouais. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle aussi, elle a évolué en elle-même parce qu'il fut un temps où, quand le défenseur remettait le ballon, touchait le ballon, j'ai envie de dire, ça remettait le jeu adverse en position favorable. Donc aujourd'hui, la règle a changé. Quand le ballon il est remis de manière involontaire, ben, la position de hors-jeu ne bénéficie pas à l'attaquant, ce qui était le cas notamment sur ce match-là. Donc il a fallu effectivement que cette puce puisse nous éclairer et nous dire qu'effectivement le Croate, il a touché le ballon. Et si il a réellement touché le ballon comme le dit la puce, ben effectivement, il y a hors-jeu, il n'y a plus rien à dire. Je crois que voilà, l'arbitre a tout simplement appliqué le règlement. Il y en a certains qui ne le savaient pas, mais c'est ça le règlement. Donc à l'heure. Mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'ils retournent quand même voir, alors que théoriquement, la puce l'a informé, et la puce, on ne la voit pas. C'est ce que je me suis aussi dit. Je me suis dit que peut-être dans un premier temps, il voulait déjà être sûr que le ballon n'avait pas été touché ou alors avait été touché par le joueur croate. Et à ce moment donné, on n'est pas sûr. Et puis, ben, il y a l'intervention de cette puce, de cette technologie nouvelle. Pour moi, on va faire confiance à l'arbitre parce que c'est très, très compliqué de prendre une décision là-dessus. Alors, on va écouter Luka Modric parce qu'il disputait son dernier match sous ce si beau maillot à damier. Et lui, il ne se résignait absolument pas de cette décision électronique. Je l'avais dit dès le début, quand le VAR a été introduit. Je n'aimais pas ça. Avec le temps, pour certaines situations, ça peut être utile, mais il est mal utilisé. Ou alors, utilisé de manière sélective. Pour moi, le VAR doit intervenir seulement quand il y a une erreur évidente à 200%. Si on est dans une zone grise, s'il y a manière interprétation, alors il ne doit pas intervenir. Sinon, on ne sait plus à quoi sert le VAR. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a absolument pas pénalty, par exemple. Les deux joueurs se tiennent, se poussent, l'un tire l'autre, l'autre le retient aussi, et les deux tombent. On ne peut pas siffler un pénalty comme ça dans un match pareil. C'est pour ça que je dis, le VAR doit être utilisé uniquement en cas d'erreur flagrante. Si une action peut être interprétée d'une manière ou d'une autre, il n'a rien à faire là. C'est ça qui m'énerve. Et à chaque fois, ça va contre nous. Les réseaux sociaux se sont fait l'écho de cette situation en parlant d'un des plus gros vols de l'histoire du football. Ça doit être des admirateurs de Modric, mais c'est vrai qu'on parle d'une preuve indétectable à l'œil humain. On en est venu à des dimensions folles, Xavier Barré, non ? Oui, parce que là, c'est le capteur du ballon donc, qui a senti la mèche de cheveux de l'attaquant Matanović, l'attaquant croate. C'est vrai que c'est même pas perceptible à l'œil humain. Donc, alors, effectivement, Benjamin Moukanjo a bien rappelé la règle. Donc, dans ce cas-là, il y a hors-jeu et le but n'est pas valable. Mais là, je comprends le désarroi de Luka Modric parce que dans ce match-là, eh bien, il y a un enchaînement d'événements. Imaginez que ce soit passé dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Que le but ait été refusé aux Portugais. Je pense qu'on aurait pris la même décision et les Portugais auraient eu la même réaction que les Croates. Je ne pense pas qu'il y aurait eu la même décision. Je ne pense pas qu'il y aurait eu la même décision et on le sait très bien
C'est valable aussi d'ailleurs pour d'autres grandes stars de cette Coupe du Monde. Et je m'étonne d'ailleurs que Rémi Ngono n'ait pas encore bondi sur le cas Messi. Voilà. Mais c'est vrai que la Croatie, c'est 3 millions d'habitants, c'est un petit pays. Ce qu'ils ont réussi déjà avec la génération Modric. Le Portugal, c'est 15 millions. Oui, mais c'est 15 millions, mais c'est aussi un joueur qui a une dimension marketing, une dimension politique énorme. Et donc forcément, on a besoin pour que le show continue de Cristiano Ronaldo. En tout cas, on a plus besoin de Cristiano Ronaldo que de Modric. Il y en a qui ont écrit la technologie implacable n'a que faire du romantisme du football. En tout cas, Modric, 202 sélections, 29 buts et sans doute la fin d'une ère de cette équipe de Croatie. Mais nous y reviendrons plus tard. On continue parce qu'il y a eu un autre match. Ça, c'était à l'aube. Rémi, vous nous avez dit tout à l'heure. Parce que je voulais juste rappeler Allez-y. que quand ça concerne parfois Ronaldo, on essaie de dire que non, il y a eu un favoritisme, c'est un grand club. Mais je vais dire que sur les 2 buts de la France, on n'a pas fait beaucoup de commentaires sur ça contre la Suède, parce que le premier but, c'est-à-dire que le but où, bien évidemment, Dembélé ne fait pas que la balle se mobilise. On parlait de la Croatie tout à l'heure. Non, mais parce que c'est le seul débat aujourd'hui. Je voulais parler, par exemple, du but de Tielemans. Vous vous rendez compte sur Niakate. Il fait une faute et par la suite, on va siffler ceci, cela. Je voulais parler du but. Donc vous mettez en cause la Je voulais parler du but, justement, aussi de la Suisse contre le Qatar. Un faux pénalty. Et là même, on n'avait pas vu de VAR. On y Donc, reviendra. à une certaine période, qu'on ne fasse pas le 2 poids, 2 mesures. Quand c'est l'équipe de Ronaldo, on dit non, il y a eu favoritisme. Ailleurs, il n'y a pas eu favoritisme. Mais comme il a bien dit, Messi, devant Aïssa Mandi, il était dehors. C'était carton rouge. Rémi, le thème n'est pas l'arbitrage, c'était juste le fait de jeu de cette rencontre-là. Mais il y en a eu une autre, alors là, c'était plus tôt encore. C'était à 5h du matin, mais il y avait beaucoup de gens devant les télés. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0, la Lendai qui fait le break en faveur de la Nati, l'Algérie. Cueilli. Le deuxième but. Non. Ça y est, c'est fini. Là, je peux vous dire, on reviendra pas. Et oui, Yakin, il sait, c'est le but de la victoire, c'est le but de la qualification pour les 8e de finale. Et nous, c'est synonyme d'élimination. Aucun état d'âme hier soir dans cette Nati très motivée qui retrouvait son ancien sélectionneur sur le banc d'en face. La Suisse a sèchement écarté l'Algérie par un but au début de chaque mi-temps. D'abord de Brelem Mbolo, puis de Dan Ndoye. Et voilà la sélection suisse en 8e de finale pour la 4e fois consécutive depuis 2014, sans jamais franchir d'ailleurs ce cap. Alors là, on verra et ça sera contre la Colombie ou le Ghana. Nous en reparlerons et il faut attendre de connaître l'adversaire. Mais les Algériens, eux, n'attendront pas pour quitter les Amériques. Éliminés, ils ont quitté la pelouse sous les sifflets de leur public qui était là dans le stade de Vancouver. Des Fennecs éliminés sans gloire, titre notamment la presse algérienne. Alors les Fennecs repartent après une campagne qui n'est pas très glorieuse. Ils ont encaissé 9 buts. Le capitaine Riyad Mahrez, qui a failli marquer une dernière fois pour sa sélection, établit un bilan plutôt agréable au micro de beIN Sport. L'objectif, c'était de passer. Voilà. C'était un match à notre portée. On prend 2 buts sur des erreurs. Et à ce niveau-là, on paye cash. Il y a toujours des choses positives. Voilà. On a passé les premiers tours. On arrive au 2e tour. Je pense qu'on n'a pas démérité, mais on concède trop de buts pour espérer quelque chose. Dernière apparition pour Riyad en Coupe du Monde. Ouais, dernière apparition même avec la sélection. C'était mon dernier match. On va revenir sur la retraite de Riyad Mahrez. Mais d'abord, Rémi, c'est un constat un peu trop sympathique pour son propre groupe. Il dit trop de buts encaissés quand même. 9 buts. Ouais. C'est beaucoup. Et je vous ai toujours dit, quand vous allez dans une compétition et que vous avez des boulevards, vous ne pouvez aller nulle part. Donc ça, c'est le premier problème de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, c'est qu'ils veulent jouer... On a l'impression que l'Algérie du numéro 9, en tout cas qu'ils avaient choisi, que le sélectionneur avait choisi jusqu'au gardien, il n'y avait pas de, sécurité. Il n'y avait pas de numéro 9. Justement, et puis, ils en ont les gens n'étaient pas à leur poste. Mazra, oui. Moi, j'ai quand même trouvé ça extraordinaire. Et puis, je ne voudrais pas la théorie du complot. Je me suis dit, mais
l'Algérie joue contre qui? On me dit la Suisse. Le sélectionneur algérien était quoi? On me dit la Suisse. J'ai dit, quand je regarde les gens aussi, la Suisse attend d'être qualifiée depuis 88 ans. Et vous voyez un Suisse venir éliminer la Suisse. Alors là, quand j'ai vu le positionnement des joueurs, j'ai dit, c'est bien parti parce que les gens qu'il a choisis. Je ne voudrais pas faire tout un procès sur ça. Mais j'ai dit, un entraîneur comme Petrovic ne pouvait pas mettre cette équipe-là. Il ne pouvait pas oser. Je crois que Nabil Djellit est d'accord avec vous. Mais Rémi, c'est ce qu'il avait fait pendant la CAN, c'est ce qu'il avait fait aussi. Il avait fait, il est dans la continuité de ce qu'il avait fait. 18 des joueurs qu'il a sélectionnés pour cette Coupe du Monde étaient à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Éliminés en quart de finale. Et ils sont allés. Et tout le monde trouvait que justement cette équipe d'Algérie était sur la voie du renouveau sous la Coupe de Petkovic. Donc 5 mois plus tard. Je ne crois pas qu'on ait dit ce mot-là, mais en tout cas, on avait l'impression que ça allait mieux. Oui, Renouvier. Ils avaient fait plutôt une bonne prestation. Après, ils tombent en quart de finale contre le Nigeria, si je me souviens bien. Mais c'était plutôt une équipe intéressante. Et là, tout d'un coup, on dit Petkovic, il est nul. Alors, il remonte l'équipe qui, il faut rappeler que l'Algérie avait été éliminée dès le premier tour des deux précédentes Coupes d'Afrique des Nations. Il est qualifié pour la Coupe du Monde. Et là, effectivement, il y a eu plein de petites choses quand il ne donne pas la liste. Vous vous en souvenez très bien. Les gens découvrent presque sur un terrain, dans un match amical, quelle est la liste de Petkovic. Il parle tout le temps en italien. Il y a des choses comme ça qui faisaient que on a l'impression qu'il cachait un peu son jeu pour, en tout cas, ne pas être critiqué. Oui, mais de là à dire qu'il a voulu favoriser la Suisse, je n'irai pas jusqu'à ce que dit Rémi Ngono. Vous savez bien que Rémi... Non, après, effectivement, il y a des choix tactiques qui sont surprenants. Le fait de ne pas avoir de grand avant-centre, alors que vous avez des joueurs qui sont capables de donner des centres, notamment Riyad Mahrez, qui a un pied très précis, même s'il a plus ses jambes de 20 ans. C'est vrai que c'est étonnant d'un point de vue tactique, mais ça avait marché à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment surprenant. Ça avait marché. Quelqu'un qui n'a pas de comme toi a vu ça. Ça avait marché à la dernière. Et quand il dit maintenant qu'il faudrait que Petkovic passe devant une commission d'enquête. Ça avait marché à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était assez logique qu'il soit sur la continuité. Non, mais Benjamin, au vu surtout des tours éliminatoires, enfin de la phase de groupe, déjà on avait des gros doutes sur l'Algérie. Exactement. Donc c'est pour ça que je suis surpris quand vous avez dit que à la CAN il y avait du mieux. À la CAN pour moi il n'y avait pas de mieux. Ils sont arrivés en quart de finale, mais l'Algérie ne proposait rien d'extraordinaire. Mais quand on voit quand même l'effectif, on voit les joueurs qu'ils ont, c'est pas possible d'avoir aussi une prestation aussi terne. Sur le plan défensif, elle est inexistante. Sur le plan offensif, elle n'existe pas du tout. Moi, je suis surpris, mais je ne suis pas surpris de l'élimination parce que de toute façon, ça dépendait forcément au nez. Et forcément, l'entraîneur, il est responsable de cet échec parce qu'il n'a rien proposé. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des hésitations sur le gardien. Et le pire, c'est qu'ils sont encore victimes d'un autre individu d'origine camerounaise. Oui, Mbolo. Toujours Mais n'ont pas oublié Blida. Il avait marqué contre le Cameroun, on s'en souvient, la dernière Coupe du Monde. Là, il marque contre l'Algérie. Après Blida, maintenant c'est Mbolo. Bon, en tout cas, Riyad Mahrez, quand même, coup de chapeau au personnage. 35 ans, 119 sélections, 40 buts, champion d'Afrique en 2019. Alors, on se souvient surtout de sa période à Leicester, quand il est champion d'Angleterre, puis à Manchester City avec les Citizens. C'était peut-être sa campagne de trop? Moi, je pensais déjà qu'après la CAN, peut-être qu'il aurait arrêté, mais une Coupe du Monde, ça ne se refuse pas. Effectivement, il a participé à sa dernière Coupe du Monde. Et puis, moi, je trouve qu'il est très mesuré aussi dans sa sortie tout à l'heure. Effectivement, il ne va pas tout balancer comme ça. C'est son dernier match. Voilà, il faut lui rendre hommage. Il ne sort pas forcément de la belle manière. Mais voilà, ça a été un immense joueur, c'est vrai. Il a porté cette équipe. Il est champion d'Afrique, d'ailleurs, avec l'Algérie. Donc, il a un palmarès très long. Ballon d'or africain aussi, je crois. Mahrez. Ouais, il fait. Mais oui, il a été l'année où les meilleurs joueurs. Il fait partie des 3 joueurs algériens qui étaient en 2014 au Brésil à la Coupe du Monde. Donc il fait ce lien entre ces deux générations. Et là où ils étaient allés en 8e de finale contre l'Allemagne. Bon, là, forcément, il a plus les mêmes jambes. Il faut reconnaître que la fin était un peu difficile quand même. Oui, je pense qu'effectivement,
pas forcément une place de titulaire assurée, mais compte tenu de son statut, Petkovic le mettait prioritairement, alors que le jeune Hadj Moussa a probablement plus de talent, enfin en tout cas plus de jambes maintenant, c'est sûr. C'est vrai que c'est une sortie un peu difficile, mais en tout cas, on peut saluer quand même une belle carrière internationale pour un joueur, faut pas l'oublier, qui venait de très bas en France, parce qu'il est né en France, il a grandi en France, il a eu beaucoup de mal à briller. Il était à Concarneau, au Havre, enfin bref, il a été dans des petites divisions, et puis il y a eu ce coup de chance, ce transfert à Leicester, où il a trouvé là un terrain d'expression remarquable sous la coupe de Ranieri, champion d'Angleterre, et puis derrière Manchester City. Rémi, un coup de chapeau, vous aussi, à Riyad Mahrez? Oui, parce que il faut se dire, il a annoncé sa retraite et je suis quand même surpris que Xavier Barré ne se plaigne pas que lui, par contre, il avait des difficultés à faire le pressing comme Cristiano Ronaldo. Il faut savoir que mais cependant, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a eu un grand mental. Pourquoi? Parce que même lors de la CAN, il était très critiqué par son propre public. Alors, été remplacé. Et on se souvient qu'en 2019, c'est lui qui avait porté et c'est aussi ça cette que équipe, je veux dire, cette génération. C'est aussi ça, malheureusement, qu'on a vu, parce que l'Algérie, vous avez très peu de soutien dans le public. Vous n'avez pas des gens qui peuvent vous siffler. Et le peu qu'il y a là, ils se mettent encore à hurler, à huer les joueurs. Il y a un proverbe africain qui dit « On n'élève pas son chien pour qu'il aboie contre vous. » C'est contre le voisin. Ou les passants. L'Algérie, après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal, seul le Maroc continue l'aventure mondiale. Il reste encore l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert, et nous allons en parler de l'Égypte d'ici peu. Mais une question quand même, une fois passé le premier tour, est-ce que ces matchs couperés, ces 16e de finale, c'est le révélateur finalement de la Coupe du Monde actuelle dans ce format, Benjamin, parce qu'on était tous là, oui, 9 équipes sur 10 sont passées, et en même temps, quand on regardait, pas un seul était premier de groupe, ils avaient pas vraiment battu les têtes de série, donc il y avait, c'était un peu instable. Oui, après, je pense qu'il faut pas, on va pas tout remettre en cause et tout mettre à la poubelle, parce qu'effectivement, on disait que c'était historique déjà. C'est pas la poubelle, c'est l'élimination quand même. De les voir là. Maintenant, je pense que en phase d'élimination directe, quand on rentre dans cette phase-là, c'est un autre championnat, j'ai envie de dire, qui commence. Et puis forcément, les gros sont très souvent au rendez-vous, à part quelques accidents de parcours qu'on a eu. Mais je crois que ce qui a fait défaut pour les pays africains, pour certains notamment, c'est beaucoup de naïveté, je crois. Notamment quand on regarde encore le match du Sénégal où tu gagnes 2-0. Vaut mieux pas le re-regarder, je crois. Effectivement, tu dois aller au bout. Mais voilà, il y a des explications, il y a des améliorations aussi à apporter. Mais pour moi, il faut pas tout jeter. On n'est pas très, très loin de rivaliser, même s'il nous manque encore beaucoup de choses, pas mal d'étapes à franchir. Mais le fait déjà de pouvoir être là... être présente à cette Coupe du Monde. Et parfois enchanteur. On pense au Cap-Vert qui va être confronté à l'Argentine. On ne les attendait pas forcément à ce niveau, mais pour moi, il ne faut pas tout jeter quand même. Rémi? Je veux dire, déjà les équipes africaines, je commence à les soutenir en disant que c'est les rares équipes qui n'avaient pas de supporters. Donc la FIFA avait déjà éliminé. Il y a heureusement les communautés, Rémi, qui sont assez présentes quand même. Oui, mais c'est pas ça. Bien sûr, parce que les Européens circulent aisément, les autres circulent aisément, et puis vous avez une poignée d'individus là. Évident. On sait très bien que c'est ça qu'on appelle le 13e homme. Donc on a déjà cette difficulté-là. Et puis, la deuxième difficulté, il faut être honnête. C'est que, on a vu, c'est vrai que Rudy Garcia a allé des propos qui sont même un peu humiliants par rapport à lui. Je vais revenir. Ça a été interprété. Mais en même temps, on ne comprend pas quand même comment est-ce que toutes les équipes africaines sont éliminées à la 86e minute, sauf si c'est la sorcellerie. Oui, c'est la... mais tout le début, c'est à la 86e minute. Alors, on arrive donc à un véritable problème. Quels sont les managers? Il parlait de naïveté ou de mentalité? Ce sont les managers. Parce que quand vous aviez... Le Portugal a marqué hier à la 90e minute. Ah oui, je voulais... Face à la Croatie. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un truc qui arrive qu'aux pays africains. C'est des scénarios qui se répètent souvent dans la gestion des matchs. Je vais te dire que si c'est 3, et sur quoi je vais te dire... Et on va encore en avoir, oui, et je vais te dire que lorsque je regarde ce qui se passe aussi, ne l'oublions pas, nos équipes vont avec des noms des animaux. Et quand nous arrivons là-bas, au lieu de faire peur,
On commente, on transforme ça en ceci et cela. Mais Annie, mais nous, on est des coqs, hein, Rémi. Comment vous pouvez aller avec des fédérations où il n'y a pas d'organisation, Annie? C'est-à-dire que vous faites la jungle. Ça n'a rien à voir avec les surnoms. Vous faites la jungle. C'est-à-dire, je voulais vous dire, c'est-à-dire que les éléphants se battent, les lions se battent. On vous dit qu'une équipe de Côte d'Ivoire, c'est ceci, une équipe du Sénégal. On vous dit qu'il n'y a même pas le cuisinier qui a démissionné. Non, je ne peux pas donner un proverbe si je n'ai pas fini mon raisonnement. Il faut finir, Rémi, parce que c'est pour ça que je dis que justement, comme je me rends compte que dans ces équipes-là, on vous dit que le sélectionneur n'avait pas de contrat à 5 heures d'une fin de match. Mais finalement, c'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit si tu te fais âne, on te monte dessus. Oh, Rémi. Xavier, quel est votre regard sur ces éliminations pour l'instant 5 sur 6? C'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier parce que vous l'avez fort justement rappelé, le Cap-Vert qui arrive en 16e de finale, c'est extraordinaire pour ce petit pays. Tomber contre les champions en titre, là, c'est... À l'inverse, et d'ailleurs ils peuvent encore se qualifier, mais à l'inverse, c'est vrai que les éliminations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, même de l'Algérie, c'est effectivement des grosses déceptions, surtout le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y a eu des grosses erreurs de coaching dans ces matchs-là. Le Sénégal, vous en avez beaucoup parlé, mais la Côte d'Ivoire, je me souviens dans cette émission, Annie, ici même, après leur victoire en amical contre l'équipe de France, j'avais dit, attendez,